Je vais faire un meeting. Et, continue. Alors, on va commencer, on a deux cours. On va commencer par le premier cours qui est les troubles érectiles de l'homme. Bon, c'est un nouveau cours apparemment dans le nouveau programme des externes. On va essayer d'être un peu rapide. Ce n'est pas un cours très, très long. Alors, bon, pour les objectifs de ce cours, pour vous, les externes et les futurs médecins généralistes, il faut d'abord savoir définir c'est quoi les différents types de troubles érectiles, parce qu'il y en a plusieurs types, ce n'est pas la dysfonction érectile seule. Il faut connaître aussi les structures anatomiques et les mécanismes de l'érection. Il faut savoir faire le bilan clinique d'une dysfonction érectile et les principales hypothèses diagnostiques, connaître les examens complémentaires et les bilans à demander dans une première consultation, qui est généralement chez le médecin généraliste, et prescrire les médicaments de première intention. Notre plan de cours va commencer par une anatomie et mécanisme de l'érection. Ensuite, on va parler des critères diagnostiques d'une dysfonction érectile. On va voir par la suite la maladie de la Peyronie et le priapisme, qui est le dernier trouble érectile. C'est-à-dire les troubles érectiles, on va parler de trois types. La dysfonction érectile, c'est le chapitre le plus important. On a aussi la maladie de la Peyronie qui est assez rare et le priapisme qui est une urgence pas vraiment fréquente dans l'urologie. On va parler enfin de la prise en charge des troubles de l'érection. Alors, comme introduction, il faut savoir que les rapports sexuels, il y en a plus de 100 millions de rapports sexuels par jour dans le monde, et 70% des couples de 70 ans sont toujours sexuellement actifs. Bien sûr, avec les rapports, la fréquence des rapports, elle diminue avec l'âge. Et on va voir sur ce schéma, voilà, la fréquence des rapports, elle diminue. Ici, la fréquence, c'est en bleu, en pointillé là. Et on a aussi la satisfaction qui est toujours pratiquement, elle ne diminue pas beaucoup. Par contre, l'éjaculation, l'érection et les problèmes d'érection, tous diminuent au fur et à mesure. Voilà. On a aussi un homme sur 3 souffre de troubles d'érection à partir de 40 ans. Alors, c'est une pathologie très fréquente, mais généralement, les patients ne consultent pas parce que c'est un sujet tabou. Généralement, ils se disent, voilà, c'est normal, c'est avec l'âge et tout. Mais uniquement 37% reçoivent un traitement pour cette dysfonction érectile. Le message le plus important que je voudrais passer pendant cette présentation, il faut savoir que la dysfonction érectile, c'est un symptôme sentinelle d'une pathologie cardiovasculaire infraclinique ou débutante. Parce que généralement, les problèmes cardiovasculaires se présentent par une dysfonction érectile au début, parce que les vaisseaux du pénis et tout sont plus fins et s'obstruent plus précocement que les coronaires et tout. Et cette pathologie, il faut savoir aussi que cette pathologie, elle est très fréquemment associée à des troubles du bas appareil urinaire, notamment l'hypertrophie bénigne de la prostate. Elle s'associe généralement avec des dysfonctions érectiles. Ces deux pathologies sont les pathologies de l'homme âgé. Voilà. Les messages clés, il faut savoir que le sexe se pratique à tout âge de la vie. L'érection est un symptôme sentinelle de la maladie cardiovasculaire. Il y a un problème. Il y a quelqu'un qui a mis le micro. Et il faut savoir aussi que l'association elle est très fréquente de la dysfonction érectile avec l'hypertrophie bénigne de la prostate. Pour l'anatomie de l'érection, on va parler d'une façon générale, on ne va pas entrer dans les détails. Il faut savoir que le pénis, les corps érectiles du pénis sont les deux corps caverneux, qui sont et on a aussi le corps spongieux qui entoure l'urètre. Les deux structures responsables d'érection, c'est les corps caverneux
qui se remplissent de sang. Ensuite, par la suite, ce remplissage va entraîner une pression sur les veines dorsales. On voit ici la veine dorsale profonde et superficielle. Ils vont par la suite collaber cette veine et empêcher un retour veineux, ce qui maintient l'érection pendant le rapport sexuel. Bien sûr, on va parler de la physiopathologie par la suite. Les corps caverneux sont irrigués par des artères caverneuses qui sont là, des artères dorsales de la verge, qui donnent, bon, c'est une anatomie un peu complexe, mais il faut savoir l'idée générale, c'est les corps caverneux, les artères caverneuses, les artères dorsales et les veines dorsales qui vont être comprimées par les corps spongieux remplis de sang et vont maintenir l'érection. Voilà. La vascularisation du pénis, elle présente plusieurs variations. Généralement, elle est tributaire des artères pudendales. Les artères pudendales qui sont des branches de l'artère hypogastrique ou l'artère iliaque interne, qui donnent plusieurs rameaux vésicaux, vésicales supérieures, inférieures. Elles donnent aussi l'artère pudendale, les artères fessières. Et la pudendale interne, c'est la plus importante qui donne les branches terminales du pénis. Elle se termine généralement par une artère pénienne commune qui donne les trois branches bulbo-urétrale, dorsale de la verge et les deux artères caverneuses au centre du corps caverneux. Voilà, voilà, on voit sur ce schéma l'artère pénienne commune, pudendale, qui se termine par une artère pénienne commune. Elle devient, c'est la même artère qui se termine par une artère pénienne commune. Elle se divise en trois branches. Une branche bulbo-urétrale pour le corps spongieux et l'urètre, une branche dorsale de la verge, il y en a deux aussi, elles se divisent, et elles donnent plusieurs rameaux, comme vous voyez ici, et bien sûr l'artère caverneuse qui passe au centre du corps caverneux. Il y en a deux aussi. Voilà, c'est la même chose. Et les courants veineux, c'est pratiquement la même chose. Il faut savoir que les principales veines responsables de l'érection, c'est les veines dorsales, superficielles et profondes. Il y en a aussi des veines intermédiaires, des veines un peu partout. Mais les plus importantes, c'est les veines dorsales qui permettent le retour veineux de 80% du flux sanguin pénéen. Alors, lorsque ces veines sont comprimées par la dilatation ou le remplissage des corps caverneux, l'obstruction de ces veines permet l'allongement ou permet de garder le pénis en érection en empêchant le sang veineux de retourner dans la veine hypogastrique. Bon, l'innervation aussi, c'est le plexus hypogastrique pour les nerfs caverneux. Ce plexus gastrique assure l'innervation végétative, c'est-à-dire le système nerveux sympathique qui garde le pénis en état flaccide, c'est-à-dire ou le système nerveux parasympathique, c'est le système nerveux du repos qui permet de garder le pénis en état de rigidité. Et bien sûr, le système somatique assure la sensibilité du pénis et surtout du gland, qui donne la sensibilité, qui donne la stimulation pour activer le plexus hypogastrique et le système nerveux parasympathique. Voilà. Pour les mécanismes d'érection, le facteur déclenchant des mécanismes de l'érection, c'est la meilleure relaxation des cavernes situées dans les cœurs caverneux. Cette meilleure relaxation permet le remplissage de ces cavernes par du sang. Et bien sûr, le mécanisme le plus important que vous devez connaître, c'est le mécanisme veineux-occlusif, c'est-à-dire le remplissage des corps caverneux, ici, va comprimer les veines et empêcher le retour veineux pour garder le pénis en érection. Les trois différents types d'érections, on a les érections réflexes, bien sûr, à une stimulation mécanique. Il y a aussi les érections psychogènes, c'est les fantasmes ou quand vous pensez à quelque chose d'érogène et tout. Il y a les érections nocturnes qui sont très fréquentes à l'âge jeune et tout. Et on va parler de cette érection nocturne et son importance dans le diagnostic et la démarche diagnostique des troubles d'érection. Voilà.
c'est la stimulation physique, soit par une stimulation des caresses ou une masturbation et tout. La stimulation psychique, c'est les fantasmes. Et la stimulation sensorielle aussi, c'est une stimulation psychogène, voilà, qui donne les érections. Bien sûr, les érections nocturnes. Le mécanisme des érections, voilà, c'est la meilleure relaxation. On obtient une meilleure relaxation. Toujours, il faut savoir que le NO, le monoxyde d'azote, c'est le responsable de cette meilleure relaxation. L'influx nerveux libère du monoxyde d'azote dans les cellules endothéliales des corps caverneux. Le GMP cyclique va transformer, le GTP va transformer en GMP cyclique grâce à une phosphodiesterase type 5. Et cette GMP cyclique va permettre un influx important du calcium, ce qui donne une meilleure relaxation et permet le remplissage du pénis. Voilà, ici, on va voir une très courte vidéo de l'érection. Pour l'érection, tout part du cerveau. Après une stimulation visuelle ou physique, le cerveau envoie l'ordre de l'érection par la moelle épinière, le cordon jaune que vous voyez, puis par les nerfs érecteurs, les nerfs de la verge. Voici maintenant une coupe du sexe masculin. Les artères sont en rouge et les veines en bleu. Vous retrouvez un nerf érecteur en jaune et surtout, on aperçoit les 3 corps érectiles. Quand ils reçoivent le message de stimulation sexuelle, ces réservoirs vont se remplir de sang. Du coup, la verge se durcit et se lève. Les 2 corps spongieux et le corps cylindrique restent remplis de sang pendant toute l'érection. A l'inverse, quand il n'y a plus de stimulation, ces réservoirs se vident et la verge retourne à son état habituel. Voilà, c'est le mécanisme d'érection en quelques secondes pour comprendre un peu le mécanisme. Voilà. Alors, pour la classification des dysfonctions érectiles. Le problème de dysfonction érectile, on les classe généralement en 2 types. C'est les dysfonctions érectiles d'origine organique et les dysfonctions érectiles d'origine psychogène, qui sont très fréquentes aussi, surtout chez les sujets jeunes. Par contre, les dysfonctions érectiles d'origine organique sont plus fréquentes chez les sujets âgés. Et bien sûr, généralement, elle est mixte parce que la dysfonction érectile organique entraîne des troubles psychologiques qui vont potentialiser les problèmes de dysfonction érectile organique et ainsi de suite. Voilà. C'est un tableau qui compare les 2 types d'érection. Quand il s'agit d'un problème de dysfonction érectile psychogénique, l'apparition elle est brutale, c'est-à-dire le patient d'un jour à l'autre, il perd son érection et il vient consulter, voilà, j'ai plus d'érection. Il est généralement stressé aussi, c'est un profil un peu stressé. Le mot-clé dans cette dysfonction érectile psychogène, c'est la conservation des érections nocturnes, c'est-à-dire le patient, il conserve, il n'a pas un problème organique, c'est des érections involontaires qui se produisent la nuit ou la matinée. Généralement, les hommes connaissent bien ce type d'érection. Alors, la conservation de ce type d'érection élimine pratiquement un problème organique parce que le patient il présente une érection normale, mais il n'arrive pas à avoir des érections volontaires lors des rapports. Voilà. On a aussi une diminution de la libido, c'est un problème psychologique, une absence d'éjaculation, le patient n'arrive pas à éjaculer malgré une masturbation, malgré... Voilà. Généralement, elle est associée à des troubles conjugaux, des problèmes familiaux. Il y a toujours un facteur déclenchant. Quand vous cherchez bien, toujours il y a un problème, une dispute conjugale, une tromperie, des histoires comme ça. C'est des profils spéciaux, anxieux, dépressifs et tout. L'examen clinique est généralement normal et ça concerne beaucoup plus le sujet jeune. Voilà, l'anxiété, les troubles d'humeur. C'est des patients avec un profil typique. Par contre, la dysfonction organique, elle concerne beaucoup plus le sujet âgé. Le début progressif avec l'obturation progressive des artères caverneuses, ce qui entraîne un problème de remplissage des corps caverneux. Les érections, le patient n'arrive pas à avoir des érections nocturnes aussi parce que c'est le même problème, c'est un problème organique. Il conserve une libido normale et il a des envies, mais il n'arrive pas à avoir il arrive à avoir des éjaculations à verge molle parce qu'il a toujours une libido et il a envie de faire des rapports. La partenaire, elle est stable généralement. Bon, généralement, parce que généralement, le problème organique va engendrer un problème psychologique et les patients peuvent avoir des problèmes conjugaux aussi.
Voilà, c'est des personnes généralement normales, un profil, un sujet âgé dans la soixantaine, cinquantaine, avec quelques morbidités qui consultent voilà, pour des problèmes de prostate et tout, et des problèmes d'érection associés. Généralement, sont rares les personnes qui abordent ce sujet. Alors, il faut savoir les rechercher parce que c'est un facteur très important pour prédire une maladie cardiovasculaire. C'est le message clé de cette présentation. Voilà. Parlons des problèmes conjugaux. Oui. Non, Gatlo, il faut que je te dise quelque chose. J'ai des problèmes d'érection et cela m'inquiète. Gatlo, je suis contente que tu me parles. Ça, c'est pour les sujets beaucoup plus un problème organique. Pour les problèmes psychologiques, c'est un autre problème. Les couples ne se parlent pas, etc. Pour la définition de la dysfonction érectile, c'est une incapacité d'obtenir ou de maintenir une érection. Parce que généralement, il y a des patients qui peuvent avoir des érections, ils peuvent obtenir des érections, mais qui ne durent pas. C'est-à-dire, ils peuvent avoir une érection pour quelques secondes. Là, quand il commence le rapport ou sa pénétration, il perd l'érection. C'est-à-dire, la définition, c'est une capacité d'obtenir ou de maintenir une érection suffisante pour permettre une activité sexuelle satisfaisante pendant au moins 3 mois. C'est-à-dire, j'ai qu'un patient, hier, je n'ai pas eu d'érection, là, j'ai eu un problème. On ne parle pas de dysfonction érectile, il faut temporiser, il faut rassurer le malade. Et par la suite, il faut bien sûr l'examiner et l'explorer par la suite. Ça, c'est la définition de la Société internationale des troubles érectiles. Pour la définition américaine de l'Association américaine de psychiatrie, ils définissent la dysfonction érectile comme une incapacité persistante ou répétée à atteindre ou à maintenir toujours une érection jusqu'à l'accomplissement de l'acte sexuel, c'est-à-dire pour avoir une érection suffisante, pour avoir une activité satisfaisante, une érection adéquate avec souffrance marquée ou difficulté interpersonnelle. C'est ça la différence entre les deux définitions, parce que l'Association américaine de psychiatrie évoque la souffrance et les problèmes interpersonnels, c'est-à-dire un patient qui n'a pas d'érection mais qui n'a aucun problème, c'est-à-dire il n'est pas marié ou là il ne veut pas avoir de rapport généralement. C'est des patients non mariés avec des problèmes, d'autres problèmes qui sont prioritaires pour eux. On ne parle pas de problèmes dysfonctionnels. Généralement, les patients ne consultent pas. Voilà. On ne parle plus d'impuissance sexuelle. C'est un terme assez péjoratif et un peu blessant et brutal. C'est-à-dire le patient, on ne dit pas au patient vous avez une impuissance, on dit une dysfonction érectile. Le terme impuissance, c'est un peu péjoratif, un peu agressif vis-à-vis du patient. Il faut éviter ce terme. On ne parle plus d'impuissance sexuelle. Voilà. L'épidémiologie, c'est une pathologie assez fréquente qui concerne le tiers des hommes à partir de 40 ans. Elle représente un facteur de risque. Le premier facteur de risque, par contre, c'est l'âge. 70% des couples ont toujours une sexualité à 70 ans. Et la dysfonction érectile est un symptôme sentinelle des maladies cardiovasculaires, surtout les coronaropathies. Et la prévalence en augmentation en cas d'HTA, diabète, dyslipidémie, obésité. C'est des facteurs de risque de dysfonction érectile. Voilà, ici, c'est un petit tableau qui résume à peu près pourquoi la dysfonction érectile précède toujours un événement cardiovasculaire. Voilà le diamètre des artères péniennes. C'est l'artère pénienne commune. On parle de l'artère pénienne commune qui est de 1 à 2 mm. Par contre, les artères coronariennes sont de 3 à 4 mm. L'obstruction des artères péniennes, elle est plus précoce et elle est plus symptomatique que les artères coronaires, mais elle précède généralement un problème cardiaque de coronaropathie. Voilà, aussi pour la claudication intermittente et tout, c'est plus tardivement. Voilà, c'est pourquoi on parle de symptômes sentinelles de maladies cardiovasculaires. Et c'est la même chose. Les facteurs de risque, c'est le diabète, l'hypertension, l'obésité, les dyslipidémies, avec un stress oxydatif, l'altération des cellules endothéliales, ça donne une dysfonction érectile par le biais de l'athérosclérose et l'altération de la vasodilatation. Bon, l'examen clinique, il est basé sur l'interrogatoire, parce qu'il n'y a pas grand-chose dans l'examen clinique, comme on dit. C'est l'interrogatoire qui pose le diagnostic.
diagnostic, qui permet de poser le diagnostic positif, de faire le diagnostic différentiel des autres troubles sexuels, troubles de la sexualité ou un problème psychologique, etc. De caractériser la dysfonction érectile, d'évaluer la sévérité de la dysfonction érectile, de connaître à peu près l'histoire sexuelle du patient. Il faut différencier un patient qui a eu déjà des rapports d'un patient qui n'a jamais eu de rapport, d'érection. Voilà, c'est un autre problème endocrinien, hormonal, malformatif, etc. Bien sûr, il faut toujours insister sur le retentissement de cette dysfonction érectile sur la vie du couple et rechercher des pathologies ou facteurs influençants ou aggravant la dysfonction érectile. C'est ça les mots-clés de l'interrogatoire. Le diagnostic, on avait déjà vu ce tableau, le diamètre des artères péniennes par rapport au diamètre des artères coronaires. C'est un sujet tabou. Le rôle des médecins généralistes est primordial. Il faut évoquer cette pathologie, surtout chez les sujets âgés. Ils consultent, ils n'arrivent même pas à aborder le sujet. Ils consultent, ils te disent voilà, j'ai des brûlures, j'arrive pas, etc. On va dire abordes le sujet autrement parce que c'est un sujet tabou. Alors, il faut évoquer ce sujet avec les patients. Voilà, le symptôme sentinelle, etc. On a déjà parlé. Voilà, c'est l'odds ratio, la relation entre la dysfonction érectile et les problèmes coronariens. Le diagnostic différentiel doit être évoqué systématiquement, surtout les troubles du désir, de la libido, etc. C'est des problèmes généralement hormonaux, des troubles de l'andropause, etc. Il faut différencier les troubles de l'éjaculation, parce que généralement, les patients, ils ne savent pas aborder le sujet. Ils te disent, voilà, nefsi matkonch, etc. Il y a des médecins qui ne comprennent même pas c'est quoi nefsi matkonch, etc. Il faut différencier aussi les troubles de l'orgasme. Il y a des patients qui n'arrivent pas à avoir des orgasmes, ou n'arrivent pas à avoir des éjaculations, mais ils arrivent à avoir des érections. Ici, on ne parle pas de dysfonction érectile, c'est un autre problème qui est un problème sexuel, mais ce n'est pas un problème de l'érection. On parle aussi des douleurs lors des rapports. On va voir ça par la suite dans la maladie de la péronie, etc. Les problèmes de couple. Ici, c'est le problème de dysfonction érectile d'origine psychogène. Et les anomalies morphologiques, c'est la maladie de la péronie. Et il faut savoir que la dysfonction érectile est généralement associée à certains troubles, surtout le trouble du désir, de la libido, bien sûr. Un patient qui n'arrive pas à avoir des érections, il ne peut pas avoir des éjaculations. C'est rare d'avoir des éjaculations ou des orgasmes, il ne peut pas se masturber ou la pénétrer sa femme, etc. Voilà. Alors, caractériser la dysfonction érectile, c'est-à-dire, il faut caractériser, c'est-à-dire c'est une dysfonction érectile primaire ou secondaire. Le primaire, on ne va pas aborder ce sujet, c'est un sujet un peu compliqué qui relève de l'endocrino, de la sexologie, de la psychiatrie. C'est des patients qui n'ont jamais eu d'érection, c'est des problèmes malformatifs ou psychologiques ou endocriniens, des problèmes de testostérone et tout. On va parler beaucoup plus de dysfonction érectile secondaire. Il faut insister sur le caractère inaugural ou secondaire à un autre trouble sexuel pour différencier. Voilà, c'est un patient qui vient, voilà, j'ai un problème de libido, etc. On va dire que j'ai pas eu d'érection, c'est normal. Le fait de ne pas avoir de libido, là, de désir, automatiquement, tu ne peux pas avoir d'érection. Le caractère brutal ou progressif, pour la caractériser toujours, c'est l'objectif de caractériser sa dysfonction organique ou psychologique. Voilà, c'est le tableau qu'on a déjà vu, c'est la différence entre la dysfonction érectile organique et psychogène. C'est une bonne question pour les examens. Voilà, c'est tout ce qu'il faut savoir. Il faut évaluer la sévérité de la dysfonction érectile par le délai d'apparition des troubles, la capacité érectile résiduelle, c'est-à-dire le patient. Il peut avoir déjà des érections, mais sans rigidité, ou là, une érection incomplète, là, une érection qui disparaît rapidement. Il est de bon pronostic par rapport à un patient qui ne peut pas avoir d'érection carrément. On peut évaluer cette dysfonction érectile par des scores. Il y a aussi le score le plus important, c'est le International Index of Erectile Function, le IIEF, c'est le score le plus validé. Il y a un score plus simple, c'est le score de Erection Hardness Score. On l'utilise pas plus pratiquement. Le plus utilisé, c'est le IIEF. Il est utilisé surtout dans la pathologie cancéreuse, dans les cancers de prostate. Quand on a une prostate, les patients, généralement, ils peuvent avoir des dysfonctions érectiles. Et pour
Pour objectiver cette dysfonction érectile et pour comparer, pour permettre des études et tout, c'est le score idéal. Voilà, c'est le score et le index, International Index Erectile Function. C'est un score, généralement, c'est des scores, vous n'êtes pas obligé de les apprendre. Là, c'est des scores que vous imprimez, vous remplissez, c'est tout. C'est beaucoup plus pour les études et tout. C'est pas pour la pratique courante. Voilà. L'histoire sexuelle du patient. Bien sûr, il faut insister sur les difficultés sexuelles des premières expériences. Ça peut traumatiser le patient et engendrer des problèmes de libido et la notion d'abus sexuel, notamment dans l'enfance. Généralement, c'est pour les dysfonctions érectiles psychogènes. Alors, le retentissement de la dysfonction érectile sur le couple, c'est le plus important. L'état du couple, les facteurs influençants aggravants, il faut toujours rechercher les facteurs influençants aggravants, c'est-à-dire les facteurs de risque les plus importants dans la dysfonction érectile, c'est le diabète, l'athérosclérose, les artériopathies oblitérantes des membres inférieurs, les coronaropathies ischémiques, les AVC. Ici, quand vous cherchez tout ça, vous avez une idée à peu près sur l'origine de cette dysfonction érectile. Généralement, c'est des patients diabétiques, hypertendus, athérosclérotiques, avec des problèmes de dyslipidémie. Voilà, aussi... Voilà, ici on a tout dit, c'est les causes de dysfonction érectile. Il y a aussi plusieurs causes médicamenteuses et tout, mais vous n'êtes pas obligé de les connaître. C'est les antihypertenseurs, mais pas, généralement c'est les IEC, je pense. Les antidépresseurs, les antipsychotiques, ça donne des troubles d'érection, des troubles du désir. C'est les plus importants à rechercher, c'est beaucoup plus les antipsychotiques, l'aldol ou jmato, les antidépresseurs. Les anti-androgènes, bien sûr, parce qu'ils bloquent les récepteurs de la testostérone. Là, les patients qui sont sous hormonothérapie pour un cancer de prostate, là, c'est de l'hormonothérapie qui bloque la testostérone. Ici, c'est évident. Généralement, le patient est au courant de tout ça. Il est déjà informé. Certaines endocrinopathies par déficit de testostérone, généralement, c'est des malades plus jeunes, c'est des dysfonctions érectiles primaires. Ici, ce n'est pas vraiment notre sujet. Voilà, voilà, pour résumer les étiologies, on a les étiologies neurogènes. La chirurgie, comme la chirurgie pelvienne, prostatique, vessie, on prend avec la prostate, la vessie, c'est le pédicule qui passe juste à côté sous la prostate, avec la tumeur ou la pièce, et aussi on lèse aussi les vaisseaux, et ça donne pratiquement une dysfonction érectile. Bon, maintenant, il y a des techniques pour préserver, mais c'est pas évident. Il y a les problèmes neurologiques, la CEP, les traumatismes médulaires, la neuropathie diabétique et tout. Les étiologies vasculaires, c'est la théosclérose, l'HTA, la radiothérapie, les antihypertenseurs. Bon, ici, ils ont mis tous les antihypertenseurs, mais je pense surtout les IEC. Les étiologies hormonales, bien sûr, ça concerne le sujet jeune. Les hypogonadismes centraux-périphériques, l'andropause, c'est le sujet âgé. Les hypothyroïdies, bien sûr, les hémochromatoses, ça donne des obstructions. L'iatrogène, c'est les cancers pelviens, comme je vous ai déjà parlé. Ça altère quand la tumeur, elle envahit le plexus de la verge, le plexus responsable de l'innervation de la verge ou les artères de la verge. Les antihypertenseurs sont pro-thiazidiques, les digitaliques. Voilà, tout ça, vous allez l'avoir dans le polycope. Pour l'examen clinique, on complète notre examen après avoir fait un interrogatoire très poussé qui est l'examen clé de notre examen clinique. On complète notre examen par un examen urogénital, bien sûr, en examinant les testicules, le pénis, en faisant un toucher rectal, la recherche d'une hypertrophie prostatique, d'un cancer de prostate. On recherche aussi une gynécomastie qui traduit un problème hormonal, un déficit en testostérone, etc., la pilosité du patient, toujours pour avoir une idée sur l'imprégnation en testostérone, la gynécomastie et la pilosité du patient. Généralement, c'est des patients avec des profils évidents, un patient sans pilosité, avec des petits testicules, gynécomastie, une voix féminine. C'est des profils typiques, il faut les envoyer directement chez les endocrinos pour exploration, il ne faut pas se casser la tête avec ça. Il faut beaucoup plus, vous êtes responsable de la dysfonction érectile secondaire chez les sujets âgés à partir de 45 ans. Un examen cardiovasculaire, bien sûr, et un examen neurologique selon le contexte, si le patient présente une CEP ou un traumatisme médulaire et tout. Bien sûr, un examen neurologique est nécessaire. Les examens complémentaires. Les examens complémentaires de première intention,
demandé par un médecin généraliste que vous devez savoir. Il faut toujours demander une glycémie à jeun, une hémoglobine glyquée, un bilan lipidique complet, cholestérol total, HDL, LDL, les triglycérides et tout. C'est l'examen de première intention. Dysfonction érectile, glycémie, bilan lipidique, hémoglobine glyquée. Testostéronémie, généralement, on ne la demande pas systématiquement, mais généralement, quand on suspecte un syndrome de déficit androgénique lié à l'âge, qui est l'andropause. On ne parle plus d'andropause, on parle de syndrome de déficit androgénique lié à l'âge. Généralement, ça concerne les hommes à partir de 50 ans et elle s'associe avec des troubles de la libido, du désir, etc. Mais ce n'est pas un examen de première intention. Il faut savoir demander une glycémie, hémoglobine, bilan lipidique. Voilà, le plus important. Et bien sûr, un bilan de routine, FNS, créate, iono, bilan hépatique, sont généralement demandés systématiquement. Le PSA est demandé chez les hommes à partir de 50 ans dans le cadre du dépistage. On demande plus de PSA à partir de 75 ans, 80 ans. Là. Mais les patients à partir de 50 ans jusqu'à 75 ans, il faut demander du PSA. Il faut s'arrêter de demander du PSA à partir de 75 ans. Et je trouve des patients, ils viennent à 95 ans avec un PSA à 9, à 10. Il est inquiet, il est stressé, c'est quoi ça? Ça ne sert absolument à rien. D'accord? Voilà. Les examens spécialisés. Pardon? Je vous entends pas, je vous entends pas. C'est quoi ça? Oui. Où je mets le PSA? C'est quoi PSA? PSA, c'est un marqueur tumoral du cancer de prostate. C'est le prostate antigénique anticorps. Ah, d'accord, merci. Prostate spécifique anticorps. C'est des marqueurs tumoraux pour la recherche du cancer de prostate, le dépistage du cancer de prostate. Normalement, vous avez eu déjà le cours du cancer de prostate, non? Non, c'est pas grave. Vous allez voir tout ça avec docteur, je pense, Belgasla pour le cours de cancer de prostate et il va vous parler du PSA et on a fait déjà. Voilà. Alors, pour les examens complémentaires spécialisés, les cours Doppler pulsés, tout, c'est des examens un peu spécialisés. Ça relève de l'urologie, la rigidémétrie, elle n'est plus pratiquée, les explorations neurophysiologiques et tout. C'est des examens un peu poussés quand il y a un problème, quand le patient ne répond pas au traitement de première intention et tout. Il faut l'orienter chez un spécialiste. Généralement, c'est un andrologue qui s'occupe de ça. Bien sûr, si baisse de la libido, la TSH, la prolactine, le LH, testostérone. Mais vous devez connaître spécialement les examens de première intention. Vous êtes responsable de ça. Les examens spécialisés, ce n'est pas vraiment à connaître. Le rôle de la première consultation, le plus important, c'est d'établir une relation de confiance avec votre patient qui ose difficilement vous parler de ce sujet. Vous lui dites, voilà, c'est un sujet normal, c'est très fréquent, on voit beaucoup de patients qui consultent pour ça, c'est tout à fait normal, il faut en parler, voilà, on va vous aider, normalement c'est gérable, etc. Évaluer l'ancienneté des troubles, parce qu'une dysfonction érectile de 6 mois, chez qui met une dysfonction érectile qui date de 3 ou 4 ans, les corps caverneux se fibrosent, s'atrophient, et un traitement devient de plus en plus difficile. Le contexte affectif et familial et conjugal du patient, bien sûr. Il faut opter pour une prise en charge multidisciplinaire, surtout si vous trouvez des facteurs de risque cardiovasculaire, et c'est généralement le cas. Il faut l'envoyer pour une évaluation cardiovasculaire chez un cardio. Dysfonction érectile, pensez à un problème cardiovasculaire avec cardio toujours. Voilà, c'est un symptôme sentinelle d'un problème cardiovasculaire. Et il faut bien sûr expliquer aux patients son projet thérapeutique. On parle dans la médecine moderne de projet individuel de traitement, c'est-à-dire une thérapie selon le patient. Il faut établir un projet avec